Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Avant de démarrer la présentation, on va encore attendre 1 ou 2 minutes parce qu'il y a encore des gens qui sont en train de se connecter. Et puis on démarrera tout de suite après. Peut-être je démarre tout de même par introduire, en attendant la présentation qui va vous être faite aujourd'hui. Il s'agit du projet X-Aéropo, donc projet qui a été cofinancé par Valor et France Agrimaire, qui est sur la multiplication en aéroponie d'espèces ligneuses. Ce projet va vous être présenté par 3 intervenants. Donc, Laurent Marie, responsable d'expérimentation horticole à la station expérimentale du Caté. Marianne Jousmet, donc directrice scientifique et technique à la station expérimentale Est Horticole. Et Olivier Izeb, chargé de mission recherche et développement au CDHR Centre. Avant de leur laisser la parole, peut-être juste vous repréciser quelques bonnes pratiques en termes de bon fonctionnement du webinaire et pour favoriser les échanges à l'issue de la présentation. Donc normalement, vous avez une possibilité d'accéder à un chat qui s'appelle questions et réponses. Je vous invite à poser l'ensemble de vos questions tout au long de la présentation dans ce chat. On les prendra à l'issue de la présentation de manière orale pour pouvoir vous y répondre. Si possible, évitez de poser des questions via le chat pour simplifier les échanges à la fin et la synthèse de l'ensemble des questions. Par contre, le chat peut vous servir à échanger ou à communiquer des informations de manière générale à l'ensemble des participants. Il est 17h05, je pense qu'on va pouvoir commencer du coup. Je laisse la main aux intervenants et je les remercie encore pour la présentation qu'ils vont nous faire. Donc bonjour, Laurent Marie de la station du Caté. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Au niveau du micro? Oui, on t'entend bien, Laurent. D'accord, bon, je commence. Alors, bienvenue à cette présentation du projet X-Aéropo, donc, qui consiste à essayer d'utiliser l'aéroponie pour développer une nouvelle méthode de multiplication des arbustes. Donc, c'est toi qui passes les diapos, Marie-Angélique, c'est ça? Ouais. Donc, diapo suivante. Donc, quelques éléments de contexte pour commencer. Donc, en ce qui concerne la méthode de bouturage de référence, qui est le bouturage de tiges sur substrat, donc des améliorations ont déjà été apportées depuis longtemps à ces techniques de bouturage sur substrat, mais il existe quand même des limites qui sont liées au système lui-même, quoi. Donc, le fait de confiner les boutures dans un environnement humide et d'utiliser de la brumisation ou du fog, donc accroît les risques de maladies. On peut également rencontrer des risques d'asphyxie à la base des boutures. Et ça, c'est un facteur dont on s'est aperçu qu'il était capable de limiter fortement la rhizogénèse. En France, il s'est surtout développé un système low-tech, donc qui consiste à faire du bouturage plutôt en fin d'été à l'automne, avec des boutures plutôt ligneuses, avec peu ou pas de chauffage. Donc ça veut dire que dans ce système de température basse, l'enracinement va être relativement lent pour un certain nombre d'espèces. Et on limite aussi le nombre de périodes de production de boutures dans l'année, quoi. Et donc, ça, il nous semble que ça participe à poser pas mal de problèmes pour les espèces à enracinement lent ou récalcitrantes au bouturage. Autre élément de contexte, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, les évolutions de la filière ornementale, ça fait aussi partie du contexte qui est lié à la multiplication. Donc, on sait que la filière ornementale est vite profonde de mutations, des profondes métamorphoses. Donc, avec une forte demande d'innovation commerciale, une segmentation qui est en forte évolution, un bouleversement des périodes de commercialisation qui s'est entamé il y a déjà pas mal de temps, mais qui se poursuit. Des enjeux environnementaux de plus en plus pressants, notamment avec la limitation d'usage des produits phytosanitaires, des plastiques, de l'eau, de l'énergie, des modifications d'usage aussi, avec notamment, par exemple, la végétalisation urbaine qui est recherchée plus pour des effets écosystémiques ou pour la biodiversité et moins pour la valeur ornementale des plantes.
des pratiques de culture qui sont liées à des modifications commerciales et qui nécessitent la mise en culture de plusieurs séries successives dans l'année pour obtenir une qualité constante du produit, plutôt que de produire une série par an et que l'on va vendre sur une période étalée avec une évolution de la qualité. Donc, pour la filière, il nous semble aussi nécessaire de chercher à restaurer la compétitivité des entreprises, alors que les coûts de production sont fortement impactés par la longue durée des itinéraires de culture traditionnels. Et le jeune plan, il a un impact sur la qualité des produits finaux, sur les opérations culturelles qu'il faut pratiquer, sur l'organisation de la production et sur les coûts de revient. Donc, diapo suivante. Dans ce contexte, le secteur de la multiplication intervient également. Hein. C'est un fournisseur indispensable qui se situe en amont de la filière, donc c'est un acteur stratégique, éminemment stratégique même. Mais on constate quand même une érosion lente avec une diminution progressive du nombre d'entreprises, d'acteurs de la multiplication et un taux de couverture qui baisse. Donc, c'est-à-dire que les taux de couverture, c'est que les importations de jeunes plants augmentent, quoi. Et donc, tout ça semble poser un risque de fragilisation de l'ensemble de la filière. Alors que la multiplication et le jeune plan, point de départ du processus de production, apparaissent comme des leviers essentiels pour relever les défis, quoi, qui sont posés à la filière, quoi. Et donc, dans ce cadre-là, dans tout ce contexte, avec les partenaires qui sont le CDHR et Est Horticole, et donc LKT, donc on a proposé d'étudier une nouvelle technique de multiplication, donc le bouturage par aéroponie, qui n'est certainement pas la seule solution à proposer à la filière, mais qui constitue un aspect technique dont on verra qui pourrait être intéressant, quoi. Donc, diapo suivante. Alors, pourquoi choisir l'aéroponie et qu'est-ce que l'aéroponie? Donc, c'est un système de culture hors sol où les plantes sont accrochées à un support et où les racines se développent dans l'air. Elles sont alimentées en eau et en éléments fertilisants par un brouillard qui est vaporisé par un système de brumisation, mais qui est placé au niveau des racines et pas au niveau des parties aériennes, quoi. Et pourquoi on a choisi l'aéroponie? Parce que l'oxygénation à la base des boutures, donc, je vous l'ai dit, a été identifiée comme un facteur limitant important. Or, comme les racines vont se développer dans l'air, il nous est apparu que ça pouvait être une solution. Et l'aéroponie, elle est connue aussi pour favoriser fortement la croissance des plantes. Vous avez quelques exemples de photos, en fait, sur des systèmes de culture en aéroponie pour des différents usages de végétaux, où vous voyez notamment l'importance des systèmes racinaires. Donc là, ce sont des cultures qui n'ont pas été élaborées à partir de boutures, mais de jeunes plants déjà enracinés, mais qui, dans le milieu racinaire, ont développé des enracinements extrêmement importants. Et par ailleurs, donc, il y avait eu des pré-tests très concluants à Est Horticole au début, juste avant le projet. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé que c'était une opportunité à étudier, quoi. Malgré tout, la technique n'est pas utilisée à ce jour pour le bouturage, et il n'y a pas de procédé en fait adapté à cet usage pour faire des jeunes plants en grande quantité. Mais bon, avant d'arriver à cette étape-là, il faut déjà répondre à un certain nombre de questions, et c'est l'objet du projet X-Aéropo. Donc, diapo suivante, s'il te plaît. Alors, les objectifs du projet, c'est d'évaluer et de mettre au point le bouturage par aéroponie afin d'accélérer l'enracinement des arbustes et de réduire les cycles de culture. Et donc, c'est un programme qui a été essayé sur quelques espèces modèles. Donc, les questions qui se posent, c'est sur la faisabilité en fait, du bouturage d'arbustes pour des plantes ligneuses. Donc, quelle qualité de bouture enracinée on obtient, avec quel type de matériel végétal il faut démarrer, dans quelles conditions, et étudier aussi les questions qui se posent sur les possibilités de reprise des boutures enracinées après l'empotage en conteneur. Donc la démarche qu'on a choisi d'utiliser, c'est de mettre au point dans un premier temps un petit procédé expérimental d'aéroponie pour le bouturage. On a choisi 3 espèces modèles, donc qui sont le fusain, le lavandin et le photinia. Et on a étudié l'effet de facteurs à la fois endogènes liés aux boutures, donc comme par exemple le type de bouture, le stade de l'unification des boutures,
les effets du climat également à travers les études dans 3 régions différentes. Et on a également étudié des facteurs liés à l'environnement des boutures et leurs effets sur l'enracinement. Et donc, on a cherché à valider un itinéraire global et regarder au niveau de la reprise des plantes après l'empotage. Donc, diapo suivante, s'il te plaît. Donc, le dispositif qu'on a mis au point pour ces essais, bon, c'est un dispositif relativement rudimentaire, mais il est constitué de trois parties, en fait. Hein, des plaques, dont vous voyez des photos. Je ne sais pas si quand je déplace ma souris, vous voyez la flèche ou pas. Des plaques sur lesquelles sont insérées des boutures. En fait, en dessous se trouve une caisse, un compartiment, en fait, qui va être le compartiment racinaire, où va être développé, enfin, utiliser de la brumisation, hein, pour apporter de l'eau à la base des tiges avant qu'elles s'enracinent, et puis à partir du moment où elles s'enracinent. Et puis en dessous, une réserve d'eau avec un système de pompage. C'est un système en circuit fermé, quoi. Donc au cours de ce projet, on a réalisé près de 240 séries de boutures entre 2020 et 2022 sur 3 sites, hein, donc et sur toutes les 3 espèces. Et en comparaison, on a réalisé une 50aine de séries de bouturage avec le système de bouturage de référence sur substrat. Donc, diapo suivante. Donc, on va présenter maintenant les résultats de ce projet. Hein. Donc, ce qu'on constate en premier, c'est une très forte limitation de l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est un aspect, en fait, qui nous paraît très important et qu'on a constaté, en fait, dès le début du projet, et qui c'est un constat qui s'est confirmé par la suite. Hein. Comme les parties aériennes restent sèches, elles ne sont pas brumisées, la brumisation n'intervient qu'au niveau du compartiment racinaire. On a une très nette amélioration de l'état sanitaire, en fait, des parties aériennes. On n'a constaté aucune maladie du feuillage sur toutes les séries qu'on a faites, dans toutes les situations où on a réalisé ça, hein, que ce soit à l'automne, en hiver, au printemps ou en été. Il n'y a pas eu de ravageurs, sauf dans quelques petits cas de figure où les pieds mères étaient atteints de pucerons, par exemple. C'est sûr que là, on en a retrouvé un petit peu sur les boutures. Et ça a permis d'obtenir un IFT, donc un nombre de traitements moyen, très très faible, en fait, qui est 0,1, hein, donc pour l'ensemble des séries réalisées sur les 3 sites. Donc, c'est une utilisation de produits phytosanitaires quasiment inexistante, quoi. On n'a pas observé de maladies au niveau racinaire. On a pu observer quelques nécroses en cours de culture sur des boutures très enracinées, en fait. Mais c'est un problème physiologique qui est lié au fait qu'on n'a pas utilisé de solution nutritive et de régulation de pH très fine. Et donc, c'est physiologique, et c'est plus intervenu sur des boutures un peu trop âgées, en fait, qui auraient dû être empotées depuis quelques jours, quoi. On n'a pas désinfecté l'eau brumisée, hein, et ce qu'on a constaté aussi, c'est une longue survie des boutures lorsqu'elles sont prélevées au bon stade, même si les conditions nécessaires à la rhizogénèse ne sont pas réunies. Par exemple, si on n'utilise pas d'hormones de bouturage pour les espèces qu'il nécessite, quoi. Malgré tout, on verra qu'il faut quand même respecter certains stades de bouturage. Par exemple, sur les boutures de tête très herbacées en Photinia, on avait des problèmes de tenue, mais liés en fait à une déshydratation des boutures, mais pas à des problèmes phytosanitaires. Diapo suivante. Alors, ce qu'on constate quand même, c'est que l'enracinement des boutures, il est très lié en fait au potentiel de chaque espèce. En fait, ce qui existe pour le bouturage sur substrat se conserve pour cette nouvelle méthode de bouturage. Par exemple, sur les fusains, donc c'était la variété Emerald Gold, hein, donc on a fait 75 séries de boutures en aéroponie, 22 sur substrat. Ce qu'on constate, c'est une apparition des ébauches racinaires dès 5 jours après le bouturage, donc c'est extrêmement rapide, avec un taux de réussite du bouturage en aéroponie qui est quand même relativement élevé, entre 88 et 100%, pour des boutures de tête ou des boutures de tronçons semi-herbacées. On a une influence modérée en fait, du type et du stade de l'unification des boutures pour cette espèce qui est une espèce qui s'enracine quand même assez facilement, quoi. On avait besoin dans nos essais d'avoir
à la fois des modèles de plantes qui s'enracinent facilement et puis des modèles de plantes qui s'enracinent plus lentement. Donc un enracinement rapide, groupé, homogène pour cette espèce-là. Sur les lavandes, où on a réalisé 77 séries en aéroponie pour 21 sur substrat, on a un enracinement qui est quand même beaucoup plus dépendant du type et du stade de lignification des boutures, avec un taux de réussite qui est un petit peu plus faible, de 70 à 75% en moyenne, hein, pour les boutures de tête herbacées et semi-herbacées, avec dans un certain nombre de cas des scores plus élevés, hein, plus intéressants, mais ça c'est une moyenne sur l'ensemble des séries réalisées en fait, quand même. Et avec une durée d'enracinement qui est un petit peu plus longue que pour les fusains, où bon, pour les fusains on est entre 20 et 45 jours avant d'avoir des plants rempotables, un système racinaire suffisamment développé. Pour les lavandes, on est entre 30 et 65 jours en gros. Donc diapo suivante. Donc là, ce sont deux espèces pour lesquelles le système a bien fonctionné. Diapo suivante. Donc oui, c'est l'exemple du Photinia, donc une espèce à enracinement lent. Bon, c'est une espèce qui est bien connue, hein, pour bouturage sur substrat, mais qui a des caractéristiques différentes des variétés précédentes. Là, on a fait 85 séries avec un enracinement relativement lent, une apparition systématique de cales en fait et très peu de racines en fait, hein, avec un taux de réussite du bouturage de 20%, hein, donc un effet du stade et du type de bouture assez important quand même, avec des problèmes sur les boutures de tête très herbacées, hein, mais qu'on n'arrive pas non plus à faire en bouturage sur substrat, sauf avec une maîtrise exceptionnelle des conditions d'hygrométrie. Et des boutures trop ligneuses qui apparaissent qui s'enracinent plus difficilement. Donc l'optimum, c'est quand même des boutures de tronçons semi-herbacées ou semi-ligneuses. Et une durée d'enracinement en aéroponie qui est autour de 70 à 80 jours. Donc c'est une espèce en fait pour laquelle il apparaît que l'utilisation d'auxine est obligatoire, et on va voir que ça a une influence très très importante, quoi. Alors diapo suivante, s'il te plaît. Donc là, on voit dans le tableau qui est présenté là, et avec les photos, l'influence de l'apport d'auxine sur l'enracinement des boutures, où on retrouve un niveau d'enracinement. Alors chaque colonne du tableau est correspond à une date de bouturage, et sur l'ensemble des séries qui ont été faites, on voit un effet très important, hein, par rapport aux témoins en première ligne, où on est à 16% de boutures enracinées, on augmente à 65% en moyenne des boutures très bien enracinées lorsqu'on utilise 2000 mg par litre d'AIB et que l'on laisse tremper la base des boutures pendant 4 heures avant de les insérer dans le dispositif d'aéroponie. Donc vous voyez l'effet sur les photos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des boutures. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à maximiser cet effet-là, mais la photo de droite montre l'exemple de quelques boutures extrêmement enracinées, et ça, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Et vous voyez, les 3 photos présentent les effets de l'auxine sur l'enracinement du Photinia, avec soit un témoin sans auxine, au milieu 1000 mg par litre pendant 4 heures, et la troisième photo qui est 2000 mg par litre pendant 4 heures, quoi. Donc il y a la bouture fait des cales, mais fait aussi des racines lorsqu'on utilise de l'auxine, et on a donc un taux de réussite du bouturage qui va de 60 à plus de 90% dans certains cas, quoi, avec une augmentation de la qualité de l'enracinement. Et la durée de l'enracinement n'est pas trop modifiée, en fait, elle reste de 70 à 80 jours pour l'aéroponie. Donc, diapo suivante. Donc, on a étudié d'autres facteurs pour essayer d'optimiser en fait l'enracinement des boutures, notamment lorsqu'on a démarré le projet, on a travaillé avec de l'eau claire, sans chauffer l'eau, de brumisation, sans oxygéner l'eau. Et on voit sur le graphique de gauche, qui est pour une série de boutures de Photinia, par exemple, l'effet du facteur chauffage, soit à 23 degrés, soit à 25 degrés pour la courbe bleue, 23 degrés pour la courbe rouge, et puis un témoin sans chauffage pour la courbe noire, donc pour une série réalisée au mois de juin. Donc il y a un effet
du chauffage qui est à 23 degrés, assez limité, mais on est en période estivale, le besoin de chaleur à cette période-là est moins important. Sur la courbe de la figure de droite, on voit un peu la même comparaison en fait avec en courbe noire le système de départ sans chauffage et sans oxygénation de l'eau. On arrive en fin d'essai à un pourcentage de bouture enracinée qui est à peu près identique, mais ce qui fait la différence, c'est la trajectoire. Et donc, on a une accélération très importante de l'enracinement, en fait, en chauffant l'eau et en l'oxygénant, notamment en chauffant l'eau. Cette période-là, c'était un bouturage d'automne. Et donc, ça permet d'avoir un pourcentage élevé, de plus de 80% de boutures enracinées en très peu de temps, en moins de 2 mois, en fait. Donc en été, on a un faible effet du chauffage. Cet effet, il devient très intéressant pour les séries. On va manquer de chaleur à la fin de l'été, à l'automne ou au printemps. Et en été, ce qui va être intéressant aussi, c'est l'oxygénation de l'eau, puisqu'on a un risque de désaturation de l'eau en oxygène. Même si la bouture est dans l'air, le fait de la mouiller assez fréquemment avec la brumisation rend intéressant l'oxygénation de l'eau. Et ça, on va le voir sur les diapos suivantes, s'il te plaît. Donc là, c'est l'effet de l'oxygénation de l'eau en travaillant, avec des statistiques qui reprennent l'ensemble des séries travaillées, là où il a été possible de faire des comparaisons entre avec et sans oxygénation de l'eau. Et chaque colonne, en fait, correspond, ou chaque paire de colonnes dans le graphique correspond à une période de bouturage sur nos 3 sites d'essai. Et on voit qu'on a des effets très, très intéressants de l'oxygénation de l'eau en période estivale essentiellement, puisqu'en été, quand la température de l'eau augmente, en fait, on a un risque de désaturation qui est accru, alors qu'en hiver, il ne semble pas nécessaire en fait, d'oxygéner l'eau quand la température de l'eau est un peu plus fraîche, quoi. Donc, diapo suivante. Donc, le graphique de gauche montre l'effet de l'enrichissement de l'eau qui est brumisée au niveau des racines avec de la solution nutritive, en fait. Et ce qu'on montre, en fait, c'est qu'il n'est pas nécessaire, en fait, de fertiliser la solution qui est brumisée au niveau des racines quand on veut faire du bouturage d'arbustes. On augmente, en fait, la salinité avec l'apport d'engrais et ça a un impact négatif sur l'enracinement. De même que la correction du pH, on s'aperçoit qu'il correspond au graphique de droite. En fait, si on veut corriger très finement en fait, le pH, on apporte un certain nombre d'éléments minéraux, des acides dans l'eau qui finissent par augmenter la salinité de l'eau et qui finissent par pénaliser en fait, l'enracinement. Donc, si on est sur un système où on va garder les boutures sur des périodes relativement courtes, avec des faibles développements, il ne semble pas nécessaire de fertiliser l'eau qui est apportée aux boutures. Diapo suivante. Donc l'itinéraire qu'on a défini en fait, pour faire du bouturage en aéroponie, il consiste à traiter l'eau brumisée au niveau du compartiment racinaire en la chauffant notamment à 23 degrés, des températures de 25 peuvent être utilisées à certaines périodes de l'année, mais pas en hiver, en fait, parce qu'on s'aperçoit que c'est trop élevé, en fait, ça épuise les boutures et ça marche moins bien à cette période-là. Donc, on ne chauffe que l'eau. On verra aussi que la température du compartiment de serre, en fait, elle a aussi une influence, mais qu'on va pouvoir limiter, en fait, cette température-là. Ce qui est important, c'est de saturer l'eau en oxygène en période estivale, en fait, notamment par des systèmes de bullage en fait, dans les réserves d'eau. Donc avec à l'eau claire, pas d'éjection d'engrais, et on conseille de surveiller le pH, parce qu'on peut constater qu'il évolue avec certaines espèces dans certaines conditions, mais qu'il ne semble pas nécessaire de le faire, de le réguler de façon très fine s'il ne dépasse pas des niveaux trop élevés ou trop bas. Donc, au niveau de la brumisation, on a travaillé avec des séquences de brumisation de 30 secondes toutes les 3 minutes, de jour comme de nuit. Les abris dans lesquels étaient disposés les systèmes d'aéroponie, en fait, on a quand même utilisé des systèmes d'ombrage en période estivale pour protéger un peu les boutures. Et on a utilisé aussi des systèmes de confinement localisé en mettant des
des châssis avec un film en polyéthylène sur les plaques pour éviter une trop forte déshydratation des boutures, quoi. Et l'utilisation d'oxyne sur les espèces exigeantes, avec différents degrés. On peut travailler à des concentrations assez fortes de 2000 mg par litre, hein, pendant 4 heures, là, comme je l'ai dit, pour une espèce difficile, un enracinement assez lent, mais aussi avec une dose intermédiaire, 2000 mg pour les espèces qui ont un enracinement intermédiaire, quoi. Et pour des espèces à enracinement rapide, comme par exemple le fusain, là, ce n'est pas nécessaire d'en utiliser, quoi. Le système de brumisation qu'on a utilisé pourrait être, c'est pas un système de brumisation très, très fin, c'est pas un système de fog en fait dans le système racinaire, dans le compartiment racinaire qu'on a utilisé. Bon, c'est sûr qu'on pourrait aussi utiliser un autre, c'est plutôt un système d'aspersion assez fine, mais pas de fog. D'autres systèmes pourraient être étudiés, quoi. Diapo suivante. Alors là, dans le graphique de gauche, en fait, vous avez la comparaison d'un système en aéroponie, enfin de bouturage en aéroponie pour les courbes les plus à gauche, les courbes colorées, et la courbe verte qui se situe en bas et qui progresse lentement. Et bien ça, c'est le bouturage sur substrat dans une situation de serre, c'était en 2022, à l'automne 2022, où on a coupé le chauffage de la serre du fait de l'augmentation très forte du prix de l'énergie. Donc on a un enracinement sur substrat qui est très lent. Et dans l'aéroponie, on a conservé le chauffage de l'eau, mais d'un volume d'eau quand même relativement restreint. Et donc on a évidemment une accélération très forte en fait de l'enracinement. Donc là, c'était sur du Photinia en aéroponie, alors que l'enracinement en substrat, il a évolué beaucoup plus lentement. Et là, la différence est très très forte. Et dans le tableau de droite sont présentés quelques chiffres en fait qui ont des comparaisons sur l'ensemble de nos résultats d'essai, en fait, où on compare le bouturage sur substrat et le bouturage en aéroponie. Donc, on s'aperçoit que pour les fusains et les lavandes, en fait, pour les fusains, on a un taux de réussite du bouturage qui est un tout petit peu plus faible avec l'aéroponie, alors que pour les lavandes, on a quand même une amélioration. Et on a un temps de bouturage qui est amélioré, qui est diminué de 18% à peu près avec l'aéroponie par rapport au substrat. Et là où l'avantage du bouturage en aéroponie se fait sentir, c'est pour les espèces comme le Photinia qui ont un enracinement assez lent, où grâce à un système d'aéroponie avec une optimisation de la conduite, en gros, on diminue par 2 le temps d'enracinement. Au lieu d'avoir 140 à 150 jours d'enracinement avec le bouturage sur substrat, on passe sur des durées de l'ordre de 80 jours, quoi. Et on a aussi, comme le montrent les photos en dessous, des enracinements qui sont quand même très différents, en fait. L'enracinement en motte sur le Photinia, comme vous le voyez sur la gauche, donc une fois les mottes décortiquées, en fait, on voit qu'il y a quelques racines seulement qui apparaissent et ces racines vont occuper après l'ensemble de la motte une fois qu'on laisse le bouturage, l'enracinement se faire. Alors qu'avec l'aéroponie, en fait, se développe tout un bouquet de racines et on a une quantité de racines beaucoup plus importante qui apparaît, en fait, quoi. Et donc ça, c'est quand même une caractéristique du bouturage par aéroponie qui nous semble très très intéressante et qui nous laisse penser en fait que ce système-là pourrait avoir de l'intérêt pour un certain nombre d'espèces qui s'enracinent difficilement. Diapo suivante. Donc la reprise des boutures après le rempotage, lorsqu'on les rempote en pleine terre, donc dans nos essais, les boutures enracinées ont été rempotées dans différents types de modules. Là, ces photos, c'est des conteneurs de 2 litres. Dans d'autres essais, ça a été fait en godet, par exemple. On a eu une très bonne reprise dans l'ensemble pour les 3 espèces. On a eu un peu plus de difficultés
avec le Fautigna au cours de l'été 2022. Mais c'est aussi parce que je pense qu'on avait trop fertilisé, en fait, et avec la chaleur de l'été 2022, c'était dans un abri assez chaud en plus. On a eu des problèmes d'excès de sel, en fait, qui ont pénalisé un peu la reprise des plantes et on a perdu quelques plants. Mais en règle générale, on est plutôt dans des situations où la reprise des plants en racines nulles, finalement, qui ont été rempotés dans des conteneurs, c'est plutôt relativement bien passé. Et donc, la diapo suivante, s'il te plaît. Oui, donc là, je vais laisser Olivier décrire les prochaines diapos. Du coup, ensuite, après avoir rempoté les boutures issues des dispositifs en aéroponie, on a regardé la qualité des végétaux obtenus au cours de l'élevage. Donc, on a fait des notations sur le développement aérien et racinaire à différentes périodes au moment de l'élevage. Et globalement, pour la plupart des espèces, on a obtenu un bon comportement post-empotage avec quand même des disparités selon les espèces. Par exemple, vous pouvez voir un graphique à droite qui présente des résultats obtenus sur le fusain. Donc ça, c'est pour une série 2021, mais globalement, on a obtenu les mêmes observations pour toutes les séries tout au long du projet pour la culture de fusain, à savoir que les boutures issues d'aéroponie avaient un développement racinaire et une hauteur des parties aériennes plus faibles quand elles étaient issues d'aéroponie que sur substrat. Donc voilà, c'est ce qui est montré sur le graphique. Et du coup, on verra sur la diapo suivante, ça nous a amené à nous interroger sur comment essayer d'optimiser un petit peu les itinéraires d'élevage. Pour la lavande, on a eu un bon comportement post-empotage de façon générale sur les 3 sites de production et pour toutes les séries de multiplication. Et pour le Fautigna, le KT a observé un phénomène intéressant, à savoir un potentiel de ramification amélioré après une taille sur des jeunes plants issus de boutures produites en aéroponie. Donc voilà, un comportement différent après taille selon que les boutures aient été produites sur substrat ou en aéroponie. Diapo suivante. Donc, on a été amené à s'interroger sur le moment opportun de rempotage des boutures issues des systèmes en aéroponie. Et on a fait un travail sur l'impact de la longueur racinaire, de la plus longue racine, au moment du rempotage pour voir si ça impactait la reprise et le développement des plants post-rempotage. Donc, on a travaillé, par exemple, là, c'est des graphiques qui présentent des résultats obtenus sur fusain. On a travaillé sur trois longueurs racinaires de rempotage. Donc, rempotage des boutures lorsque les racines faisaient moins de 0,5 cm. Rempotage des boutures lorsque les racines faisaient entre 0,5 cm et 2 cm. Et rempotage des boutures lorsque les racines étaient supérieures à 2 cm. Et ce qu'on peut voir sur le graphique de gauche, c'est que plus les boutures ont des racines longues lors du rempotage et plus 3 mois après le rempotage, elles auront un développement racinaire plus important. Donc, vous pouvez voir en dessous le graphe les photos des classes racinaires que nous avions définies pour tous les sites de production. Et quand on regarde la hauteur des parties aériennes, on s'aperçoit également que plus les boutures ont des racines longues lors du rempotage et plus la hauteur des parties aériennes des plants est élevée 3 mois après le rempotage. Donc, il y a plutôt un intérêt à garder sur le dispositif les boutures un petit peu plus longtemps pour qu'elles aient des racines plus longues au moment du rempotage. Diapo suivante pour Marianne. Oui, donc sur ce graphique, en code couleur, donc en violet les lavandins, en vert le fusain et en rouge le Fautigna. Donc moi, je vais plutôt m'attarder sur le lavandin, qui est donc le taxon pour lequel nous avons
fait le plus de séries, puisque chaque hiéroglyphe correspond à une période de multiplication. Et ce qui est à noter sur ce graphique, c'est la différence de comportement entre le stade de la bouture, selon qu'il s'agisse d'une bouture herbacée, semi-ligneuse ou ligneuse. On voit que le nombre de jours de culture pour la culture de ce taxon est plus important lorsqu'il s'agit d'une bouture ligneuse. Donc, je laisse de côté la partie ligneuse et je vous invite à regarder la partie de droite de l'écran, les deux graphiques qui vont reprendre mois par mois un peu la durée de culture en aéroponie. Ce qu'on peut déjà préciser, si on regarde la barre horizontale plus claire, là, on se rend compte que globalement, c'est entre 15 et 20 jours l'apparition des premières racines. Donc ça, c'est assez constant, quel que soit le stade et quel que soit le mois de réalisation de la bouture. Et puis après, lorsqu'il s'agit de période estivale ou non, la durée de la culture aussi entre 40 et 50 jours. Donc, il n'y a pas de différence entre la bouture semi-ligneuse et la bouture herbacée. Donc, c'est les deux types de boutures que nous avons retenus. Diapo suivante. Oui, juste une remarque. Enfin, ce que montrent aussi ces essais-là, en fait, c'est que c'est la possibilité de multiplier plusieurs dates dans l'année, en fait, quoi, hein, et de multiplier le nombre de séries que l'on réalise de boutures dans l'année, en fait, quoi. Alors, effectivement, puisque Laurent Marie a tout à fait raison, puisque sur cette illustration-là, sont retracées les différentes étapes avec, je dirais, un nombre de jours entre les différentes phases. Donc là, dans notre cadre de notre exemple, on a une densité de 120 boutures par mètre carré. Au bout de 15 jours, donc il y a émission racinaire. 15 jours après, nous rempotons en godet. Alors, on est bien les cycles de 15 jours. Donc, maintenant, on est à 45 jours de la bouture. On a un taux de survie qui est de 88%. On procède à un pincement. Et 15 jours après, on met dans un conteneur de 2 litres. Et les plantes sont commercialisées 2 mois après en potage, ce qui fait que on a réalisé une production en 4 mois. Donc 104 plants ont été vendus après 4 mois de bouturage. Et comme le disait Laurent Marie, à la station, nous avons fait 7 séries de boutures de lavande au cours de l'année, ce qui fait à peu près 700 plants qui sont issus d'un mètre carré de bouturage. Donc, une très forte densité. Donc, je redonne la parole à Laurent. Ouais, merci. Donc, les conclusions, pour nous, c'est quand même une technique prometteuse, hein, qui permet, si on reprend les principaux éléments de ce qu'on a dit, donc une longue survie des boutures, une limitation des risques sanitaires, avec malgré tout de forts effets des espèces, en fait, hein, et le potentiel, en fait, pour chaque espèce, il faut déterminer, en fait, le type de bouture, le stade de linification et puis les périodes de bouturage les plus opportunes, même si on peut quand même globalement dire qu'on peut étaler la période de bouturage de façon assez importante. Donc avec une accélération de l'enracinement, surtout pour les espèces à enracinement lent, avec une amélioration de la qualité de l'enracinement des boutures, et notamment à travers le bouquet de racines qui est émis, en fait, quoi, hein. Donc une faisabilité du bouturage à différentes périodes de l'année, mais là je me répète. Il y a quand même un intérêt d'optimiser la conduite de l'aéroponie, notamment à travers le chauffage et l'oxygénation de l'eau. Donc de l'eau qui est brumisée au niveau des racines, hein. Des parties aériennes dans nos essais n'ont jamais été brumisées.
Il convient aussi, en fonction du climat, de travailler sur l'ombrage de l'abri et le confinement partiel qui peut être préférable à certains moments. Donc ça, c'est lié à l'alimentation hydrique des boutures. Hein. Si les boutures transpirent de trop, on aurait pu corriger ça peut-être en travaillant sur le rythme des brumisations aussi, mais on a choisi de rester à un rythme constant et puis plutôt de travailler sur une protection des parties aériennes. Une reprise relativement aisée après le rempotage, si les irrigations sont optimisées et puis si l'enracinement des boutures est suffisant, avec quand même un petit risque qu'il faut souligner par rapport à la salinité du substrat en période chaude. Et donc une amélioration de la vigueur des jeunes plants après le rempotage pour un certain nombre d'espèces, un peu moins pour d'autres. Par exemple, c'est ce qu'expliquait Olivier tout à l'heure pour le fusain, où on a c'est une espèce où on a un enracinement très rapide des boutures et où une fois en conteneur, ça va s'enraciner un petit peu plus lentement. Les lavandes, c'est un petit peu l'inverse. L'enracinement est un petit peu plus lent lors du bouturage, mais par contre, une fois qu'elles sont mises rempotées en substrat, là, la progression de l'enracinement dans le substrat est très rapide. Et donc, diapo suivante. Donc, quelles sont les perspectives de tout ça ? Notre idée, c'est de chercher maintenant à transposer le bouturage par aéroponie à l'échelle industrielle. Donc, vous avez vu que là, on avait travaillé sur des petits dispositifs qui ne permettent pas de produire des quantités très importantes de boutures. Et donc, ça, c'est l'objet d'un autre projet, en fait, qui vient de démarrer, qui s'appelle le projet Racinaire, où l'objectif, c'est de mettre au point un dispositif d'aéroponie permettant de mettre en place et de récolter des boutures rapidement, à un coût raisonnable. Donc, ça nous paraît quand même une exigence très forte, d'obtenir une densité de boutures élevée et modulable selon la taille des boutures et du feuillage, et de pouvoir travailler sur des surfaces plus ou moins importantes à un coût raisonnable, tout en répondant aux exigences concernant la qualité de l'eau brumisée, donc qu'on a évoquées à travers la température et l'aération de l'eau. Et il nous faut aussi élargir la liste des espèces bouturées en aéroponie pour avoir une vision quand même un peu plus globale, plus générale du comportement des arbustes ou d'autres espèces d'ailleurs, ornementales, avec ce système. C'est sûr qu'en ayant travaillé 3 espèces, on est loin d'avoir fait le tour de la question. Et diapo suivante. Et donc, pour ça, on a, dans ce projet Racinaire, commencé à imaginer un nouveau procédé de transformation, en fait, de multiplication, qui consiste à fabriquer un support sur lequel on va mettre en place un système d'insertion des boutures qui va être plus opérationnel que ce qu'on a fait dans le projet Aéropo, en intercalant en fait des bandes support de bouture et des bandes intercalaires par rapport à l'aspect densité sur un système de support dans lequel il y aura une brumisation du compartiment racinaire. Donc les bandes support de bouture, elles seront chargées en bouture sur une table de travail, comme c'est fait avec la méthode de référence, où des opérateurs mettent les boutures dans des plaques. Là, l'idée, ce serait de les mettre dans des bandes, en fait, des cartouchières à bouture. Et quand la bande est remplie, on la dispose sur la structure porteuse. Et après, pour la récolte des boutures, ça sera en les retirant des bandes support. Donc, il y a un système qui existe pour les repiqueuses automatiques, donc c'est-à-dire pour les robots de repiquage, qui s'appelle le système AutoStix. Donc c'est un procédé de viscère Viscon qui est photographié au milieu de la diapo là, et donc on s'inspire en fait un peu de ce système-là pour adapter des cartouchières à bouture qui vont être plus optimisées par rapport à notre objectif de travail, qui est de travailler en bouturage, enfin à l'enracinement des boutures en aéroponie, Le système de viscère, c'est un système de repiquage automatique de boutures racinées ou non, mais ce n'est pas un système d'enracinement de boutures ligneuses. Donc c'est plutôt travailler pour des boutures de plantes molles, en fait.
Et donc, on a commencé à mettre au point tout ce matériel. Et donc, on va recevoir très prochainement, enfin au courant du mois de juin, un premier prototype de tout ça. Et dans ce projet racinaire, on a commencé aussi à travailler sur l'élargissement de la gamme avec la gamme d'arbustes et de plantes en pot ou de plantes à massif qui pourraient être multipliées avec ce procédé. Voilà, on vous remercie de votre écoute et si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Alors, je vais reprendre la main du coup pour poser les questions qui ont été mises dans l'onglet questions et je vais essayer d'arrêter de partager l'écran pour que vous puissiez... Voilà. Donc, normalement, tout le monde vous voit en grand. Et donc, une première question qui avait été posée par Johan Duballet. Vous parlez d'eau claire pour l'optimisation d'un itinéraire d'aéroponie optimisé. L'utilisation d'eau de pluie peut correspondre, point d'interrogation, ou parlez-vous d'eau potable ou d'eau osmosée? En fait, ce qu'on a utilisé, c'est l'eau qu'on utilise classiquement pour l'irrigation de nos cultures dans chaque station. Donc, globalement, c'est de l'eau de forage. Est-ce que de l'eau de pluie, ça a une salinité encore plus basse? Je pense que ça pourrait être intéressant. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'utiliser d'eau osmosée, en fait. Ce qu'on a fait dans ces essais-là montre que ce n'est pas nécessaire d'avoir une eau complètement pure, en fait, quoi. Je ne sais pas si mes collègues veulent préciser quelque chose. Nous, à la station, là, on avait déjà fait des tests avec on avait un osmoseur en test à la station. On avait fait des tests de bouturage sur lavande et ça marchait pas du tout avec une fois que l'eau était osmosée. Et on a fait des tests aussi avec des dynamiseurs d'eau, des systèmes qui permettent d'activer l'eau. Et ça, on n'a pas vu d'effet améliorant sur le pourcentage de bouture enracinée. Au niveau des storticoles, c'est l'eau de la concession de la commune. Peut-être qu'avec l'eau de pluie, je ne poserai pas un bémol sur la qualité de l'eau, mais sur le fait qu'il faut bien filtrer. Parce que vous avez vu, les gicleurs, c'est quand même des gouttelettes assez fines et il ne faudrait pas que ça vienne boucher les gicleurs. Moi, je mettrais plutôt un bémol de ce côté-là plutôt que sur la qualité de l'eau. Avec l'eau de pluie, on a quand même une variation de pH qui peuvent être plus rapide qu'avec une eau qu'un certain contenu en sels minéraux qui va être plus tamponné, en fait. Et cet aspect-là sera vérifié. En fait. Oui. Si. Du coup, une autre question. Pourquoi ne pas avoir testé d'espèces caduques? Y a-t-il une raison? C'est relativement simple, en fait. On avait déposé un premier projet où on avait parlé d'une liste plus importante d'espèces et donc on avait eu une critique du conseil scientifique qui a évalué le projet. Le projet n'avait pas été retenu, donc on était parti sur 3 espèces modèles, en fait. On sait bien que c'est un point important d'élargir, en fait, la gamme, travailler avec ce système pour avoir plus de références. C'est un peu l'inconvénient de ce type de projet, en fait, où on définit un programme et on est un peu obligé de s'y tenir, en fait, quoi. Mais c'est vrai qu'il aurait été intéressant de regarder le comportement d'espèces à feuillage caduc, ça c'est clair. Et ça sera fait dans le... C'est ce qu'on va faire dans Racinaire, du coup. On va oui, c'est ça. Faire dans les 3 ans qui arrivent, dans le projet Racinaire qu'a présenté Laurent, ça, c'est quelque chose qui pourra être testé. Et puis notre côté un peu curieux des uns et des autres fait qu'on a quand même testé, je dirais même hors essai, des hydrangeas,
viburnums, des potentilles. Il y a quand même une gamme comme ça d'arbustes classiques pour voir s'il y avait un intérêt de poursuivre sur la technique ou pas. Donc, on a tous fait, je dirais, des petits essais à côté sur l'élargissement de la gamme. Oui, oui. Enfin, c'est vrai qu'on les a pas, enfin, on n'en a pas parlé, mais une difficulté, c'est aussi le temps de l'exposer. On ne fallait pas être trop long. Par exemple, sur Hortensia, enfin, Marianne, tu avais essayé aussi, on a essayé aussi. Enfin, ça fait une quantité de racines impressionnante. Enfin, l'hortensia, c'est quand même une plante qui se bouture assez facilement, qui sur substrat n'est pas extrêmement compliqué à faire. Mais c'est impressionnant la quantité de racines que ça fait quand c'est fait en aéroponie. En fait. Donc, il faut s'attendre. Il y a aussi un certain nombre d'espèces à feuillage caduc qui s'enracinent assez facilement, en fait. Hein, surtout à un stade herbacé, si on prend des forsythia ou des choses comme ça. Donc, il nous fallait choisir des plantes modèles, en fait. C'était ça la question, en fait, posée lors du projet, du dépôt du projet. En fait, ça répond qu'à moitié à votre question. Mais... du coup, encore une question. On nous pose la question des joints entre la partie brumisée et la partie aérienne. En quels matériaux ces joints sont éventuellement faits? Est-ce que c'est poreux ou imperméable? Oui. Dans le système qu'on a étudié, en fait, c'était un joint en mousse. Donc, avec une mousse qui faisait entre 1 et 2 cm d'épaisseur, a priori, il n'y a pas trop de vapeur d'eau qui passait, en fait. C'est pas complètement imperméable, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'eau qui est passée dans le compartiment au-dessus, quoi. C'est sûr que ça pose des questions sur par rapport au projet racinaire, enfin quand on va développer un pilote pour passer à un niveau industriel, du système en fait qui va supporter les boutures. C'est un aspect dont il faudra qu'on tienne compte dont on tient compte dans la fabrication des prototypes de support de bouture, en fait, ça c'est clair. Après, est-ce que c'est un problème grave s'il y a un peu de vapeur d'eau qui passe dans la partie supérieure? Non, pas forcément. S'il y en a un peu, on n'a pas forcément un risque de maladie très important selon la période de l'année, selon la sensibilité des espèces aussi. Aux États-Unis, là, il y a une des seules équipes de recherche qui travaille dans le monde à ce procédé. Là. Ils travaillent sur un système mixte où ils brumisent à la fois dans les parties racinaires et les parties aériennes pour des espèces ou des stades de bouture pour lesquels ils ont beaucoup de mal à les tenir avec uniquement la brumisation des parties racinaires. En fait, quoi. Donc, ça serait aussi un moyen d'améliorer la réussite du procédé sur des espèces qui tiennent mal, en fait, parce qu'elles se déshydratent trop rapidement. En fait, quoi. Et de réduire le risque d'apparition d'acariens, parce que, comme dit Laurent, il y a très peu d'humidité sur la partie aérienne et en période estivale, avec les températures assez élevées, à l'inverse, on peut privilégier l'apparition des acariens sur la partie aérienne. Oui, oui. L'état sanitaire des pieds mers est quelque chose d'essentiel, en fait, dans tout ça, quoi. On peut être avec le bouturage par aéroponie dans un système qui est très clean, très nettoyable, en fait. Entre des séries, on peut nettoyer le système, en fait. Mais l'état sanitaire des pieds mers, il reste essentiel. S'il y a des œufs d'acariens sur les boutures, ça va forcément se terminer par un élevage d'acariens, ça c'est clair. Quoi. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Alors, on n'a plus d'autres questions.
Donc, vous avez dû être assez clair, du coup. Merci pour votre présentation. Je vais peut-être juste indiquer donc justement que la présentation, pour les personnes qui étaient inscrites, ils vont recevoir un lien pour pouvoir revisionner la présentation. Il y aura aussi un lien qui sera diffusé pour pouvoir accéder à une retransmission de l'enregistrement sur YouTube au niveau de la chaîne Valor, donc pour ceux qui souhaiteraient pouvoir revisionner la présentation, et que la présentation qui a été faite en termes de PowerPoint et l'ensemble des résultats seront disponibles sur le site Valor au niveau de l'espace pro. Vous trouverez l'ensemble de ce qui aura été produit au niveau du projet. Je remercie l'ensemble des participants qui ont assisté à ce webinaire ce soir, et puis je remercie encore une fois nos intervenants pour la qualité de la présentation et puis pour la présentation très intéressante qui nous a été faite, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ouais, juste un petit mot, s'il te plaît. Oui, donc, moi, je laisserai mon adresse mail, en tout cas. Et si vous souhaitez nous poser des questions supplémentaires ou dire ce que vous pensez, en fait, du procédé ou suggérer des espèces à travailler parce que vous pourriez y avoir un intérêt, il ne faut pas hésiter, en fait, à nous communiquer ces questions, vos remarques et l'intérêt ou le désintérêt que vous pouvez avoir par rapport à ce procédé, enfin, ou les questions que ça vous pose, en tout cas, quoi. Nous, on est preneurs, en fait, de vos remarques, de vos suggestions. Ça peut qu'enrichir le débat et notre recherche là-dessus, en fait. Ça, c'est clair. Donc, n'hésitez pas, en fait, à nous renvoyer vos remarques et suggestions. Et donc, vous aurez mon adresse mail, en tout cas. Et Marianne et Olivier, si vous voulez la laisser, vous le faites aussi. Bon, je dirais même plus, je vous invite à venir avec nous participer à l'aventure, puisque Laurent Marie a évoqué la réalisation d'unités pilotes, mais les unités pilotes, elles sont non seulement réalisées dans les sites d'expérimentation, mais nous avons besoin de cobayes pour faire un transfert de ces unités pilotes dans les entreprises. Donc, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Oui, très bonne remarque. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça, mais on pourrait prêter, en fait, par exemple, les petits dispositifs qu'on utilise pour, une fois qu'on aura notre dispositif pilote là, pour Racinaire, on pourrait, par exemple, prêter nos petits dispositifs expérimentaux pour des petits essais, en fait, dans les entreprises. Et puis, c'est des petites unités qui coûtent très peu cher, en fait, à construire en autoconstruction. On est peut-être à 300 ou 400 euros l'unité d'1 mètre ou 2 mètres carrés. Donc, il y a des possibilités et l'intérêt, c'est d'échanger, en fait, sur ça. En fait, merci, Marianne, de ta remarque. Ouais. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, donc si besoin, pareil, s'il y a besoin de refaire l'intermédiaire pour renvoyer les adresses mail ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter au niveau de Valor. On pourra aussi vous rediriger vers les intervenants d'aujourd'hui. Du coup, cette fois-ci, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Encore merci. Merci. À un prochain événement. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.